On va s'intéresser avec vous aux trajectoires de Bâle. Alors vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, puis vous êtes professeur de mécanique des fluides à l'ESPCI, aussi professeur associé à l'école polytechnique au département de mécanique. Vous vous intéressez notamment donc à ces trajectoires de Bâle. On écoute ça. Super, merci beaucoup. Merci à Amandine pour cette belle journée, à tous les organisateurs. Et ça a été très varié. Moi, j'ai trouvé ça très stimulant. Et le programme était très éclectique. Et je trouvais qu'il y avait différentes approches. Il y avait peut-être un point commun sur toutes les approches que l'on a vues, c'était la performance et les maths pour la performance. Je pense que c'est un point commun, une sorte de fil rouge qui a, disons, associé toutes les intervenants jusqu'à maintenant. Et ce dont je vais vous parler ici, c'est un tout petit peu décalé. C'est-à-dire il ne va pas y avoir de notion de performance. Et on va essayer de voir, de répondre à la question, qu'est-ce qui fixe la taille des terrains de sport? Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Caroline Cohen et Baptiste Darbois-Texier pendant leur thèse, et puis avec un ami de presque toujours, David Quéré. Donc si jamais on veut, donc le travail du physicien, puisque moi je suis pas mathématicien, c'est de commencer par regarder. Donc on commence toujours par observer et mesurer, disons. Donc là, l'observation, si jamais on se pose la taille des terrains, on voit que cette taille-là, elle va varier entre 2 et 200 mètres. Donc on a 2 décades, comme on dit, un facteur 100 entre le plus petit et le plus grand. Et ça va varier donc, pour le sport, donc le ping-pong pour les 2 mètres, jusqu'au golf 220 mètres, en passant par le badminton 13,4 mètres. Et la question c'est, bon, mais est-ce que ça fonctionne à la taille de la balle? On se dit, ah ben non, la balle de ping-pong, elle est à peu près comme la balle de golf, ça n'a pas l'air de varier beaucoup avec la taille de la balle. On peut se dire, ah ben peut-être que c'est la vitesse de la balle, et ça ne va pas marcher non plus, puisque vous voyez que le badminton se joue sur le terrain un des terrains les plus petits, 13 mètres, et le sport le plus rapide au monde, c'est-à-dire plus de 500 km/h, d'accord, pour le volant de badminton. Et donc là, donc ça c'est 137 mètres par seconde. Et donc là, on se dit, bon, ben, ça ne dépend pas de la taille de la balle, ça ne dépend pas de la vitesse. De quoi est-ce que ça pourrait dépendre? Peut-être que c'est l'homme qui a sélectionné de façon aléatoire la taille des terrains. Et peut-être que c'est vrai. Et puis moi, je vais essayer de vous montrer que peut-être que ça ne l'est pas. Et donc, nous voilà partis sur cette question de la taille des terrains. Donc, pour répondre à ça, on va reprendre une équation, puisqu'on m'a dit qu'il en fallait une pour vous rester éveillé, disons. C'est l'équation de Newton que vous avez déjà vue. Donc, c'est la variation de l'impulsion. Qu'est-ce que c'est qui me meut? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui me fait bouger? C'est les forces que l'on applique sur le corps. Donc, qu'est-ce que c'est qui va bouger le ballon de masse M? Ça va être 2 forces qui vont participer, disons, qui vont agir sur sa trajectoire. Donc, le poids va essayer de l'amener au sol. Et puis, ce ballon se déplace dans de l'air. Et donc, il va y avoir une force aérodynamique. Donc lié à l'air. Ce que je sais de cette force-là, c'est qu'elle augmente avec la vitesse. Donc je le sais comment. Par exemple, je mets ma main à la vitre de la voiture roule, d'accord. Il faut que l'énoncé soit bien posé, sinon ça c'est le lien avec les maths, disons. Donc, et je mets ma main à la vitre, et ce que je vois, c'est que plus la voiture roule vite, plus la force est importante, d'accord. Et donc je ne sais pas exactement comment elle est importante, mais je sais qu'elle augmente avec la vitesse. Et ça, presque, ça suffit. Ça suffit parce qu'on voit que si jamais elle augmente la vitesse, au bout d'un moment, cette force-là, elle va devenir égale au poids. D'accord? Donc il y a une vitesse que l'on va appeler la vitesse de lévitation qui va me dire, bon, à cette vitesse-là, je suis égal au poids. Pour des vitesses plus grandes, je serai plus grande que le poids. D'accord? Et donc cette vitesse, elle sépare notre espace des vitesses en 2 zones. La zone petite vitesse, donc si jamais vous jouez à un sport à une vitesse qui est plus petite que la vitesse de lévitation de votre balle, ça veut dire que la force aérodynamique sera toujours plus petite que le poids. Et donc, vous pourrez la négliger. Et donc, vous aurez juste une trajectoire qui sera gouvernée par le poids. Et cette trajectoire, vous la connaissez, c'est la parabole. D'accord? Donc ça, on va avoir un type de sport, par exemple la pétanque, qui sera comme ça. La pétanque, vous jouez au mètre par seconde, alors que la vitesse qu'il faut pour faire léviter une boule de pétanque, c'est 80 mètres par seconde. Et donc, la pétanque, aucun danger. Vous n'aurez toujours que cette force-là, et ça définit les sports extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles au vent, vous pouvez jouer à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres sports, donc là je vous la présente, cette pétanque, au cas pour les gens du Nord, disons qu'ils ne l'auraient jamais vue. C'est une sorte de sport, c'est le sport ultime, c'est-à-dire c'est le sport qu'on pratique à la fin de notre vie, c'est-à-dire il y a juste à faire ça. Et vous n'avez même pas à vous baisser, il y a un aimant pour ramasser les boules. Donc c'est vraiment le sport final, en fait. Après ça, vous êtes mort. Mais il va y avoir tout un tas de sports pour lesquels,
Si jamais vous pratiquez votre sport à des vitesses plus grandes que la vitesse de lévitation, ben à ce moment-là, vous êtes obligé d'en conclure que la force aérodynamique va être plus grande que le poids, et le poids, vous pourrez le négliger. D'accord ? Et donc ça va donner lieu à un autre type de trajectoire qui sera tout sauf une parabole, et qu'on a appelé la Tartaglia. Et donc c'est sur elle que l'on va passer, disons, le reste de l'exposé. Donc ce qu'on a compris, c'est que la première chose à faire, si jamais on veut s'intéresser à une trajectoire sportive, c'est de mesurer cette vitesse de lévitation. D'accord ? Et donc comment on fait ça ? Une façon, c'est d'aller... Donc si jamais vous voulez la mesurer, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire léviter vos balles. Donc là, par exemple, vous mettez votre volant de badminton dans une soufflerie verticale, donc une sorte de gros sèche-cheveux qui souffle vers le haut. Et là, vous arrivez à faire léviter votre volant si jamais le vent vertical souffle à 6,7 mètres par seconde. Et donc je vous ai dit, ça c'est votre vitesse de lévitation, vous jouez au sport à 100 mètres par seconde, donc vous êtes vraiment dans le régime où la force aérodynamique va dominer complètement le poids. Donc vous pourrez le négliger. Vous pouvez faire ça pour tous les sports. Et donc ensuite vous tracez le rapport, c'est-à-dire vous faites le rapport entre la vitesse à laquelle vous jouez le sport, dans la vitesse maximale qui est mesurée dans le jeu, donc ça vous avez accès pour tous les sports, et vous le divisez par votre vitesse de lévitation de façon à comparer. Est-ce que vous êtes dans le régime Tartaglia, bleu, ou dans le régime parabole, rouge. Donc ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des sports que vous pratiquez, ben, ce rapport-là, il est plus grand que 1. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans le toujours dans le régime où vous ne pouvez pas observer de parabole. Et donc, encore une fois, ceux qui sont dans le régime parabolique, eux, c'est des sports extérieurs. C'est-à-dire ils ne sont pas sensibles au vent. Donc, basket, hand, ça ne pose pas de problème. Donc maintenant, si jamais vous reprenez votre équation de mouvement, donc vous avez l'impulsion, vous avez le poids, et puis vous avez cette force aérodynamique. En général, vous prenez deux composantes, l'une qui est la traînée et l'autre la portance, donc qui sont les forces qui ont été introduites par Marc précédemment. Donc la traînée, je la note en rouge, et puis la portance, donc celle qui est perpendiculaire à la vitesse, en orange. Et là-dessus, vous pouvez dessiner l'espace des phases de vos trajectoires. Donc cet espace des phases, il est construit comment ? Ben, c'est un espace où vous avez vos trois forces. Vous voyez, vous avez la bleue, la rouge et la orange. Donc sur les X, vous comparez orange à bleu. Et sur les ordonnées, vous comparez sur les X, vous comparez rouge à bleu, et sur les ordonnées, vous comparez orange à bleu. C'est-à-dire ici, vous avez portance sur poids, et ici, vous avez traînée sur poids. Donc si jamais le poids est le plus grand de tous, donc vous êtes dans les X plus petit que 1, Y plus petit que 1, vous êtes dans ce carré ici en bas à gauche où vous avez votre parabole classique. Dès que vous entrez dans des autres zones, ben vous allez avoir d'autres types de trajectoires. Donc si jamais vous êtes à petite portance mais à grande traînée, vous allez avoir la Tartaglia que l'on va étudier. Si jamais vous augmentez et vous avez autant de portance que de traînée, vous allez avoir la spirale de Roberto Carlos. Et puis si jamais vous êtes dans un régime ici où les trois forces sont importantes, donc portance, traînée et poids, ben vous allez avoir des pop-up, donc des courbes qui reviennent sur elles-mêmes et qui forment une boucle. Donc tout ça, c'est l'espace des phases et des trajectoires que vous pouvez explorer. C'est ça qu'on a appelé la balistique sportive. Et donc dans cet espace-là, nous, on va se concentrer sur la D, puisque c'est elle qui est impliquée dans la taille des terrains. Et ça, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc cette courbe-là, vous voyez qu'elle est dans la région où il y a peu de portance. Donc on a essentiellement le orange, on va pouvoir le négliger. Et c'est rouge qui va gagner devant bleu. Donc on va se retrouver dans une équation où on a essentiellement un seul terme, un seul des trois termes à droite. Donc là, encore une fois, cette équation-là, elle est valable que si jamais vous êtes dans une région où la vitesse est grande de votre vitesse de lévitation. Vous mettez l'expression de votre force de traînée et vous en déduisez l'évolution de la vitesse. Donc ce que vous dit cette équation-là, c'est que vous allez aller tout droit, c'est-à-dire il n'y a pas de force qui va vous faire dévier de la direction initiale que vous donnez à votre projectile. Et vous allez tout droit, mais non pas en gardant une vitesse constante comme vous le dit l'inertie quand il n'y a pas de force. Là, vous allez tout droit, mais en diminuant votre vitesse. Et votre vitesse, elle va diminuer exponentiellement sur une longueur caractéristique qui dépend de la masse de votre objet, de sa surface, de la densité du milieu dans lequel vous êtes, donc ici c'est l'air, et de sa forme, avec ce coefficient CD. La longueur sur laquelle varie la vitesse, vous voyez qu'elle est indépendante de la vitesse à laquelle vous avez frappé. C'est une longueur qui est intrinsèque à l'objet que vous lancez. Donc dans le cas d'un volant de badminton, ben lui c'est 4,6, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que soit la raquette, quelle que soit la personne qui joue, sur 4,6, sa vitesse aura été diminuée d'un facteur 2,7. D'accord ? C'est ça que vous dit cette équation. Et donc ça, évidemment, il faut le tester. Parce que chaque fois que vous avez une prédiction, ben, il faut la comparer à la réalité. Donc vous prenez une chronophotographie d'un volant de badminton.
Donc les images sont espacées toujours du même temps. Donc vous voyez que là, il est lancé à grande vitesse. Cette vitesse diminue et puis ensuite, elle atteint un régime quasiment de vitesse constante quand il retombe. Donc la phase initiale que l'on vient de décrire, c'est celle-là. Donc 4,6 mètres, c'est la moitié de 9 mètres à peu près. Et donc vous voyez qu'effectivement, il est resté droit et sa vitesse a diminué. Mais ça, ce n'est pas toute l'histoire, c'est-à-dire le reste de l'histoire, il va falloir prendre en compte le poids qui a jusque-là été négligé, qui lui va le ramener au sol. Et en ramenant au sol, on va atteindre un deuxième régime qui est un régime de vitesse constante. C'est-à-dire là, la vitesse ne varie quasiment plus. Si la vitesse ne varie plus, c'est celui-là qui se va négliger, c'est-à-dire le terme de gauche. Et donc ça va vous donner, si jamais vous êtes dans le régime où le terme de gauche peut être négligé, vous êtes dans le régime où les deux forces que vous appliquez s'équilibrent. Et donc là, ça vous dit que ça n'est possible que si la vitesse est alignée avec la gravité. C'est-à-dire que vous avez un mur vertical qui apparaît dans votre équation. Donc quand vous retombez, vous êtes dans une limite de chute verticale. Et ce mur-là, il est à une distance x0 de l'endroit où vous avez tapé. Donc si jamais vous jouez par exemple avec un ballon de baudruche, ce x0 sera quelques mètres. Ça, c'est 1 mètre. Donc notre travail, nous, ça a été de fournir une expression pour ce x0, c'est la portée, et de voir que ce x0, il est essentiellement en fonction de la longueur que l'on a extraite, c'est-à-dire une propriété intrinsèque de la balle que l'on jette, de l'angle avec lequel on va taper, et puis d'une fonction de la vitesse. Vous voyez que la vitesse, elle est là à travers un terme log. Donc si jamais on est à faible vitesse, un log de 1 plus epsilon, ça peut se développer, on va tomber sur la portée des paraboles, c'est-à-dire une portée qui va être en u carré sur g, donc si on multiplie la vitesse par un facteur 2, la portée sera multipliée par 4. Par contre, si la vitesse devient importante, le log va saturer et on va avoir une portée qui sera essentiellement fixée par cette longueur intrinsèque. Donc ça, c'est une autre prédiction que l'on peut faire. Et donc, on a regardé la portée des volants de badminton pour différentes vitesses. Et donc ici, vous avez la portée à dimensionner par cette longueur intrinsèque en fonction de la vitesse à dimensionner elle-même par cette longueur intrinsèque. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'à basse vitesse, effectivement, on suit les pointillés qui est le comportement parabolique, mais assez rapidement, on sature. D'accord ? Ça, c'est ce que l'on peut dire en étudiant notre équation. Maintenant, qu'est-ce qu'on en déduit ? C'est-à-dire pourquoi tout ce tralala pour la taille des terrains ? L'idée est la suivante, c'est-à-dire imaginez qu'on veuille faire un terrain pour jouer au ballon de baudruche. D'accord ? Donc je vous ai montré, au ballon de baudruche, vous tapez doucement, il fait 1 mètre, vous tapez un tout petit peu plus fort, il fait 1,2 m, vous tapez comme une mule, il fait 1,3 m. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un mur intrinsèque qui est dans votre équation et qui vous dit qu'avec cet objet-là, vous n'irez pas plus loin que 1,3 m. Et donc si jamais on veut faire un terrain, on ne va pas prendre un terrain de 100 mètres parce qu'on sera uniquement capable d'explorer 1,3 m. D'accord ? Et donc vraisemblablement, on va prendre un terrain qui sera imposé par cette longueur intrinsèque de 1,3 m. Et donc ça, c'est l'hypothèse que l'on a faite. Et donc on est allé chercher les longueurs de terrain que je vous ai présentées au début, depuis le ping-pong jusqu'au golf, et on les a présentées en fonction de la taille maximale, c'est-à-dire la portée maximale que pouvaient atteindre ces objets. Et donc ce que vous voyez sur ce graphe, c'est que depuis le ping-pong jusqu'au golf, les données semblent s'aligner, c'est-à-dire il semble qu'il y ait une forte corrélation entre la taille des terrains qui a été choisie et cette portée maximale des objets que l'on utilise sur ces terrains-là. Donc évidemment, il y a des déviations. Par exemple, vous voyez que cette courbe-là, elle sépare en fait deux types de sports, ceux qui sont au-dessus de la ligne et ceux qui sont en dessous de la ligne. Donc si jamais on prend le tennis qui est en dessous, là, être en dessous, ça veut dire qu'on va avoir une taille de terrain qui est plus petite que la portée maximale. D'accord ? Ça veut dire que ça va être très facile de sortir du terrain. C'est ça qu'on est en train de dire. Si jamais c'est très facile, donc ça va être une propriété pour tous les sports qui sont en dessous de la ligne. Pour souligner que c'est très facile, on va compter des points. C'est-à-dire, dès qu'on sort, pouf, on perd un point. D'accord ? Donc ça, c'est pour les sports qui sont au-dessus, au contraire, ça va être très facile de rester sur le terrain. Ça va être dur d'en sortir. Et donc pour les sports qui sont au-dessus, on ne va pas compter de points quand on sort des limites. D'accord ? Il n'y a pas de sport associé. Par contre, on va introduire des cibles. Donc tous les sports qui sont au-dessus, que ce soit le foot, le basket, etc., on met des cibles pour compter les points. C'est-à-dire qu'on a besoin d'autre chose pour stimuler le jeu, disons. Et donc cette frontière-là, elle sépare des sports pour lesquels on pourrait dire que le terrain lui-même est une cible, c'est-à-dire qu'il faut rester sur le terrain, des sports qui sont au-dessus où on a besoin d'introduire une cible spécifique. Ok. Il y a une dernière remarque que je dois faire sur cette forme, c'est que quand on a fait notre raisonnement,
pour construire la Tartaglia, qui est la courbe, disons, que l'on voit dans la plupart des sports à grande vitesse. Ce que l'on a dit, c'est qu'au début, dans la phase initiale, on ne voit pas la gravité, parce qu'on est à des vitesses qui sont grandes devant les vitesses de lévitation. Donc on a mis orange et jaune ensemble pour la première phase. Pour la dernière phase, on a dit, bon, ben, lui, il ne bouge plus, orange ne bouge plus, donc on a un équilibre entre bleu et jaune. Et puis dans le virage, on a besoin des trois, c'est-à-dire on a orange et puis bleu et jaune. Dans cette construction de la Tartaglia, à aucun moment, on a eu orange et bleu ensemble. C'est-à-dire à aucun moment, on a eu la parabole. Donc c'est ça qui nous fait dire que cette trajectoire, elle a tout sauf un caractère parabolique. Et donc elle Tartaglia parce que c'est le premier qui l'a décrite pour des trajectoires de boulets de canon sur des champs de bataille. Donc elle, vous la voyez partout, c'est-à-dire dès que vous avez des projections de particules qui se font à des vitesses grandes devant leur vitesse de lévitation, vous observerez cette trajectoire qu'on reconnaît puisqu'elle est très dissymétrique par rapport à la parabole. Donc dans les feux d'artifice, dans les figures de meulage que je vous venez de voir. Et puis aussi dans les applications, puisque en général, moi, ce qu'on me demande, c'est oui, d'accord, mais vous n'êtes pas au CNRS pour faire la physique du sport, et donc à quoi ça sert? D'accord, donc c'est un peu ça la question récurrente. Donc je me la pose tout seul maintenant. D'accord, j'ai pris l'habitude. Et donc à quoi ça sert? Mais une fois qu'on a ce filtre sportif qui nous amène sur des choses, sur des surprises, c'est-à-dire des choses qu'on n'en avait pas comprises, la loi que l'on trouve, on se dit bon, ben, peut-être qu'on pourrait l'appliquer à autre chose. Et donc là, ici, un des endroits où on lance des particules à des vitesses grandes devant leur vitesse de lévitation, c'est le régime des lances à incendie. Donc là, vous avez des jets qui sont envoyés à des dizaines de mètres par seconde, alors que la vitesse de lévitation d'une goutte de pluie, c'est typiquement 6 mètres par seconde. Et donc, vous êtes dans ce régime de Tartaglia. Et donc, vous pouvez dire que la courbe qui va englober toute la région qui va être mouillée et qui va séparer donc la région mouillée de la région sèche, ce sera une Tartaglia. Et donc vous pouvez en particulier l'utiliser pour calculer la portée maximale de votre lance à incendie. Et puis surtout, si jamais vous construisez des lances à incendie, vous pouvez l'utiliser pour identifier le paramètre le plus pertinent. Puisque je vous ai dit, l'intuition du pompier, c'est que plus il va envoyer de débit, plus ça va aller loin. D'accord ? Bon, mais ça c'est faux. C'est-à-dire que ça va être le même problème qu'avec le ballon de baudruche. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'aller vite puisque vous êtes sur le mur. Il va falloir changer autre chose. Il va falloir changer la forme de votre particule. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est allé tester dans une société qui est à Nogent-sur-Seine, là, qui est la société POC, qui fabrique du matériel à incendie. Et donc, on est allé montrer que la portée de ces lances suivait bien celle que l'on avait obtenue pour les balles de badminton. Quand le monsieur se lève, c'est qu'il faut que j'arrête. Donc voilà, je vais terminer avec le fait de dire que c'est super d'organiser ces interactions avec le sport et les sciences. Il y a plein de façons de les regarder, ces questions-là. Et c'est ce qu'on essaiera de montrer lors du colloque qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin à l'École Polytechnique, qui s'appellera Sports Physics. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Alors, on a encore quelques minutes pour les questions. S'il y en a, je vois une main qui se lève au fond de la salle. Est-ce qu'il y en a un petit peu plus près de moi? Non, je traverse donc. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur la détermination de la vitesse de lévitation d'un objet et sur quel type d'objet ça s'applique? S'il vous plaît. Oui. Ça s'applique sur tout type d'objet, d'accord? Puisque là, vous voyez qu'on peut faire léviter un homme, d'accord? Et donc la façon de le calculer, cette vitesse de lévitation, c'est que vous calculez la vitesse pour laquelle la force de traînée équilibre le poids. D'accord? C'est ça que vous faites. Donc si jamais vous avez une soufflerie verticale, vous mesurez la vitesse à laquelle il faut souffler. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça. Moi, je préfère aller à la soufflerie verticale, mais... Et donc là, vous regardez la vitesse et au bout d'un moment, la vitesse ne change plus. Et c'est ça la vitesse de lévitation. C'est-à-dire au début, il se lance, sa vitesse augmente et puis au bout d'un moment, elle va se stabiliser. Pour un homme, c'est 70 mètres par seconde. Enfin, c'est 50 à l'horizontale et c'est 70 en piqué. D'accord. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions
En haut, dans l'amphi. Alors je redescends. On a vu vos recherches étudient le sport. Est-ce qu'elles servent aussi aux sportifs? C'est-à-dire que vous vous servez du sport pour étudier comme ça tous ces phénomènes de trajectoire. Est-ce qu'au final, il y a un retour pour les sportifs? Est-ce que ça leur sert? Alors, parce que, pardon, je complète, mais a priori, ils ne vous ont pas attendu pour calculer la taille du terrain. En fait, ils l'ont fait de façon... Voilà, oui. Non, en fait, il n'y a personne qui m'attend jamais, en fait. C'est ça. Bon, voilà, on est d'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Belloc, c'est-à-dire, il montrait à quel degré de précision il fallait tendre. Donc, par exemple, le 6,16 m, c'est-à-dire, pour battre le record du monde, c'est 1 cm sur 600. C'est-à-dire, on est entre le pourcent et le pour 1000 pour battre les records. Moi, je travaille à 20%. Donc, dès le début, je sais que je ne servirai à rien pour les sportifs, en fait. D'accord. Mais par contre, le sport me sert pour trouver des sujets et avoir l'espoir, puisque le but du physicien, c'est de trouver des lois. Donc, il faut se mettre dans des régions vierges de lois et où il n'y a pas trop de concurrence. Et donc, le sport, c'est pas politiquement correct chez les physiciens. Et donc là, on est dans un domaine qui est vierge et où il va y avoir des lois à trouver. Donc ça, disons, c'est la philosophie de notre approche. Mais de temps en temps, ça peut servir aux sportifs. Par exemple, sur les trajectoires de balles, il y en a une qui est assez singulière, c'est ce qu'on appelle les knuckleballs ou les trajectoires flottantes. Donc c'est des trajectoires assez rares, mais qu'on voit au volley, en foot, etc. Et donc nous, c'est une trajectoire qu'on a regardée, et donc on sait exactement d'où elle vient. C'est-à-dire on sait exactement dans quelle configuration il faut se mettre pour pouvoir taper ce type de trajectoire. Et donc si jamais des footeux sont intéressés par ça, bon, mais ça c'est un point sur lequel on peut aider. Mais en général, le degré de précision auquel on travaille ne nous permet pas de prétendre trop de choses. Actuellement, par exemple, on est avec Martin Fourcade pour essayer de comprendre le problème du fart. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec Lidéric Bocquet. Et donc, Martin Fourcade et son équipe sont venus nous voir en nous disant, vous savez, le fart, c'est un peu une science très empirique, on ne sait pas exactement comment ça marche. Et ce qu'on sait, c'est qu'on est avantagé pour tel type de climat et désavantagé avec tel type de climat. Et donc, on aimerait, dans la perspective des Jeux Olympiques 2018, se préparer et avoir des lois pour essayer de guider notre intuition. On peut allumer les phares, comme disait M. Belloc tout à l'heure. Bon, mais là-dessus, c'est pas impossible qu'on puisse, parce que là, on nous demande pas de travailler sur le pourcent, on nous demande juste d'allumer les phares. Et ça, c'est notre boulot. Ça, allumer les phares, on peut essayer de faire. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Manifestez-vous, si c'est le cas. Moi, c'est à la fois une question et une remarque. Je me rappelle la première fois que j'étais venue te voir, j'ai visité ton laboratoire, j'étais fascinée parce que ça, tu n'as pas pu le montrer dans la conférence, mais peut-être il faut le dire que tu as un laboratoire merveilleux où tu découpais les balles de tennis et les ballons de foot. Ah oui, alors peut-être oui. tu devrais expliquer. Moi, j'avais trouvé ça fabuleux. C'était la première personne que je voyais qui coupait les balles de tennis et les ballons de foot. Oui, alors ça encore, c'était soft, ça. Oui. Il y avait des choses assez... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux balles de tennis et aux ballons de foot? Disons pour se détendre. Au bout d'un moment, quand on en a marre de ne pas comprendre, on se venge sur la balle et on lui fait subir tous les sévices qu'on peut. Non, en fait, évidemment, on n'a pas énormément de budget, mais on n'a pas beaucoup de besoins non plus. C'est-à-dire une balle de tennis, bon, ça se trouve en marge des terrains de tennis, on va les piquer. Non. Mais... par exemple, il y a quelque chose qui est très coûteux, c'est ces souffleries. C'est-à-dire, si jamais on veut calculer, si jamais on veut travailler sur les écoulements, assez régulièrement, on a besoin de souffleries de grande taille. Et donc, après, il faut être astucieux. C'est-à-dire que découper les balles, ça, c'était une façon de regarder leur élasticité. Mais rouler sur l'autoroute avec la balle accrochée à la voiture, ça, c'est une façon d'avoir une soufflerie pas très chère, en fait. Et donc, vous le faites sérieusement? Vous avez fait ce genre de manipulation sur l'autoroute? Vous faites oui, parce que en fait, la contrainte qu'on a, c'est-à-dire je veux que les jeunes qui viennent chez nous arrivent à s'en sortir. Il ne faut pas croire qu'il faille avoir des millions. C'est-à-dire dès qu'on va dans les... On a l'impression que, par exemple, quand on va dans les universités américaines, ils croulent sous les millions, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est les rois du scotch, d'accord? Ils bricolent tout le temps et ils apprennent à faire avec très peu de moyens. Et ça, je trouve que c'est une très bonne école. C'est-à-dire, imaginez qu'on n'a rien et que pendant tout le 19e et le 18e, ils n'avaient rien, encore moins que nous. Et pourtant, ils ont trouvé les lois que l'on utilise encore maintenant. Bon, ben voilà, avec très peu, on peut faire beaucoup. Et en plus, vous êtes la génération où vous avez quasiment tous les instruments scientifiques sur vous. C'est-à-dire une caméra, un chronomètre, enfin, les choses dont on rêvait quand on a commencé notre thèse, quoi. Et donc, l'idée, c'est de garder cet esprit-là, c'est-à-dire avec rien. Par exemple, quand on a utilisé le zigzag, on avait besoin d'une soufflerie verticale et essayer de voir les zigzags. Et donc, ce qu'on est allé faire, on a récupéré le nom de tous les aqueducs qu'il y avait dans la région parisienne
on a repéré le plus haut, disons, et puis on est allé lancer nos ballons depuis l'aqueduc un jour où il n'y avait pas de vent pour essayer de voir sous quelles conditions on arrivait à voir les zigzags ou pas. Donc ça, c'est... on peut faire pas mal de choses. Donc on passe en général pour des farfelus, mais à la fin, il y a des lois. Donc, c'est une jolie conclusion. On reste là-dessus. Merci Christophe Clanet.